on est dans une situation hein, au 19e siècle de très forte croissance de la population d'une part et de la population urbaine d'autre part, qui fait craindre pour la production alimentaire tout simplement. Alors on pourrait dire oui, mais la disette, la pénurie alimentaire, c'est pas nouveau, bien entendu. Ce qui est plus nouveau au 19e, c'est l'idée selon laquelle finalement la population qui croît le plus, c'est celle qui ne produit pas sa nourriture puisque c'est la population urbaine. Et donc la question qui se pose, c'est comment nourrir toutes ces gens qui ne produisent pas d'aliments. Ça va passer par une recherche très importante de complémentarité entre la ville et l'agriculture, et avec une idée extrêmement puissante qui est que les villes doivent rendre à la terre ce qu'elles lui ont pris, et donc elles doivent rendre à la terre sous forme d'engrais ce qu'elles lui ont pris sous forme d'aliments. Ça, on le voit très bien dans un très beau texte de Victor Hugo, que je ne vais pas vous lire parce que de toute façon je n'y vois rien là, mais que vous pouvez lire par vous-même, qui se trouve dans les Misérables, hein, lorsque Jean Valjean s'enfuit dans les égouts et que l'affreux Javert va le récupérer à la sortie. Ce texte commence par un sous-chapitre qui s'appelle l'intestin de Léviathan. Et ça c'est le chapitre, et le sous-chapitre s'appelle la terre appauvrie par la mer. Et que dit Victor Hugo dans ce texte? Eh bien, c'est que finalement, c'est ce qui est indiqué ici, hein, les villes, et Paris en particulier, alors ce qu'il écrit sur Paris est complètement faux par ailleurs, j'y reviendrai dans 2 secondes, mais que les villes, en jetant les urines et les excréments dans les rivières, eh bien, provoque l'appauvrissement des sols, tout simplement parce que ces engrais sont perdus. Et vous relirez Les Misérables pendant vos longues soirées d'hiver, mais je viens à la citation la plus importante, hein, c'est que Victor Hugo dit « À cela 2 résultats, la faim sortant du sillon et la maladie sortant du fleuve ». Et donc ça, c'est vraiment un très bon résumé de la pensée de l'époque. Donc ce texte, il est écrit en 1860, hein, mais c'est une pensée qui va traverser tout le 19e. Et comme je le disais à l'instant, Victor Hugo se trompe complètement lorsqu'il parle de Paris. Lorsqu'il a écrit ce chapitre, il est en exil. Et ce dont il parle, en fait, sans le savoir, c'est de Londres. Parce qu'effectivement, à Londres, à cette époque-là, toutes les urines et les excréments, ou une grande partie d'entre eux, sont jetés dans la Tamise. Alors qu'à Paris, on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'on veut récupérer ces engrais. Et donc, on va produire, sur la base de ces sous-produits urbains, une grande quantité de nouveaux engrais qui vont susciter une très intense activité industrielle, des dépôts de brevets extrêmement nombreux, la formation d'empires industriels hein, qui vont être extrêmement rentables. Il ne s'agit pas de recyclage ou de valorisation à la petite semaine. Les grandes banques sont intéressées dans toutes ces usines d'engrais. Et donc, je peux vous donner quelques exemples là. Le compost d'Hystercora, qui est un petit mélange qu'on trouve dans tous les précis d'agriculture de l'époque, hein, qu'est-ce qu'il comprend? Des matières fécales, des urines, donc ça vient de la ville, des balayures de rue pour ajouter un petit peu dans la sauce, et un certain nombre d'autres éléments qui ne sont pas forcément urbains, mais c'est un compost que l'on produit en partie avec des sous-produits urbains. En haut à droite, une publicité trouvée dans les archives pour le régénérateur engrais organique qui permet, comme c'est indiqué sur la publicité, de récupérer toutes les matières indésirables des villes pour le plus grand secours des campagnes grâce à un mélange tout à fait formidable de différentes matières. Et donc, on va avoir des brevets extrêmement nombreux, une activité industrielle et elle aussi très abondante et un commerce qui est partiellement international. Par exemple, alors la poudrette qui se fabrique à Paris, donc ça c'est l'engrais qui est fabriqué avec les urines et les excréments que l'on sèche et que l'on réduit en poudre. Alors elle ne fait pas l'objet d'un
commerce international. Elle est vendue dans un rayon de 200 km autour de Paris, tellement elle est recherchée. Mais le sulfate d'ammoniac qui va être fabriqué à partir des années 1830 par distillation des urines, eh bien, il est vendu en Angleterre, parce qu'en France, on n'aime pas les engrais minéraux, on préfère les engrais organiques. Et donc, en Angleterre, on fait pousser des choses avec les urines distillées des Parisiens. À Marseille, un brevet très célèbre d'herbes marines animalisées, c'est-à-dire un mélange d'algues et d'urine et d'excréments humains. Mais comme dans certaines régions de France, on n'aime pas trop ces mélanges-là. Donc, quand on dit animalisé, c'est un euphémisme pour dire contenant des sous-produits humains. L'herbe marine animalisée marseillaise se vend sur toute la côte méditerranéenne, en France, mais aussi en Italie. Elle est transportée par bateau. Et donc, ça vaut le coup de la transporter parce qu'elle se vend extrêmement cher. Alors, on pourrait multiplier les exemples, hein, je n'ai pas le temps de le faire, donc je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Et donc, on a une utilisation effective de ces engrais. Donc, je viens d'en donner quelques exemples à travers le commerce. Mais voici, déjà, encore à la fin du 19e siècle, hein, les engrais qui sont utilisés dans le département de la Seine. Donc un peu moins que la première couronne actuelle. Et vous voyez que bien, ce qu'on met sur les sols des terres agricoles du département, qui est très agricole encore à cette époque-là, eh bien, ce sont des bouts de rue, tout simplement parce que dans la rue, qui est très rarement revêtue. Alors, on a cette image justement de Philippe Auguste qui a fait paver les rues de Paris, mais en fait, Philippe Auguste, il a fait paver les 2 rues royales et tout le reste, il ne s'en est pas occupé. Donc, au 19e siècle encore, beaucoup de rues ne sont pas pavées. Et d'ailleurs, même lorsqu'elles sont pavées, elles produisent beaucoup de boue, tout simplement parce que les chevaux en circulant, les voitures en circulant usent la chaussée. Donc ça soulève de la terre qui est mélangée avec l'eau de pluie et qui est mélangée avec le crottin, avec les bousses de vache, puisque alors là, les abattoirs de la Villette existent déjà, mais auparavant, avant l'ouverture des abattoirs de la Villette, il y a beaucoup de petits abattoirs dans Paris. Et ça date des années 1830. Et encore avant, chaque boucher tue lui-même sa viande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville est sillonnée d'animaux qui défèquent dans les rues et qui vont permettre de produire cette boue qui est très prisée, qui est vendue, qui fait l'objet d'un commerce, et donc il y a une valeur importante et croissante au cours de cette période. Et donc on voit que les bouts de rue sont utilisés. Les fumiers, alors une partie de ces fumiers sont des fumiers ruraux, mais l'autre est une partie urbaine, puisque dans Paris, il y a le fumier des abattoirs, mais il y a aussi le fumier des écuries, puisqu'il y a de très nombreux chevaux. À cette époque-là, on a à peu près 90 000 chevaux qui vivent dans Paris. Il y a 4 000 vaches laitières dans Paris qui produisent elles aussi du fumier. Des eaux d'égout, j'y reviendrai un peu plus tard, donc je laisse tomber pour l'instant. Des engrais minéraux qui sont produits dans des usines qui utilisent beaucoup de sous-produits urbains. Des vidanges, donc ça c'est un mélange d'urine et d'excréments recueillis dans les fosses d'aisance qui recueillent ces fameuses urines et excréments. Et la poudrette dont je vous parlais à l'instant. Donc finalement, à cette époque, l'essentiel de la fertilisation du département de la Seine, c'est une fertilisation d'origine urbaine. Et donc on a une complémentarité extrêmement forte entre la ville et l'agriculture. Bon, ça, on va laisser tomber. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Bon, on va laisser tomber aussi. Pop, pop. Ok. Alors, un exemple du succès de cette fertilisation, celui d'Argenteuil, en Seine-et-Oise, où la surface cultivée est de l'ordre de 1700 hectares. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a une mutation très forte de la production agricole, et puis une augmentation des valeurs des terres agricoles, mais aussi des produits, puisque vous voyez qu'en 1847, donc on fait surtout de la vigne et des figues, avec une valeur donc, de la terre de la vigne à 1500 francs par hectare. Et puis en 1875, on est passé à l'asperge. Pourquoi? Parce que l'asperge, c'est un produit noble qui se vend cher, et il y a une demande de la part de la bourgeoisie et de la noblesse d'ailleurs pour ce type de produit. La terre à asperges vaut maintenant 6 000 francs par hectare, c'est-à-dire 4 fois plus. Et que dit le Baudrillard qui en parle en 1889? Eh bien, c'est le petit propriétaire aisé donne au sol tout le travail et le capital qu'il peut réclamer sous forme d'engrais, de gadou, de détritus, ramassés par les boueux dans les rues de Paris. Et donc, finalement, la prospérité maraîchère est en partie due à cet apport d'engrais qui sont
payés, hein, qui font l'objet d'un commerce, mais qui sont indispensables pour cette production agricole. Alors, ça c'est pour l'agriculture. Maintenant, on peut parler de l'industrie. Bon, ça c'est trop compliqué, on va laisser tomber. L'industrie est une grande demandeuse de matières premières urbaines, et la première d'entre elles, c'est tout simplement le chiffon. Donc ça, c'est des choses dont Thomas Leroux a parlé ou pas? Vite, bon, alors on va aller moins vite. Depuis plusieurs siècles, le papier est fabriqué avec des chiffons d'origine végétale, mais ce qui va complètement transformer l'industrie papetière, c'est tout simplement la mise au point, à la fin du XVIIIe siècle, de la machine à papier. Et donc la machine à papier, sa propriété, c'est tout simplement de permettre de fabriquer du papier en rouleau, au lieu de fabriquer du papier en feuilles, et donc d'augmenter considérablement les capacités de production. Donc cette machine à papier, elle est d'abord testée dans la papeterie d'Essonne, au sud de Paris. Bon, ça ne marche pas très bien, et l'inventeur, qui s'appelle Robert, mais j'ai oublié son prénom, part avec son invention en Angleterre, et c'est là que la machine sera perfectionnée, prendra tout son essor, etc. Et donc, cette augmentation de la capacité de production, elle va tout simplement provoquer l'augmentation de la demande de chiffons, et on va voir une complète réorganisation de la collecte des chiffons en question, puisque tant qu'on fabriquait peu de papier, en fait, on allait chercher les chiffons autour des papeteries, et en gros, c'était les ouvriers de la papeterie qui s'occupaient de la collecte des chiffons pendant les périodes de chômage, puisque les papeteries ont besoin de beaucoup d'eau pour tout un tas de choses. Alors que lorsque les rivières n'avaient plus de débit suffisant, ils étaient au chômage et ils s'occupaient de la collecte des matières premières. Ça marche tant qu'on n'a pas besoin de beaucoup de chiffons, mais avec cette demande croissante, on va avoir un déplacement de la collecte vers les villes, et en particulier vers Paris, tout simplement parce que c'est là que le gisement est le plus important, le plus concentré. Chaque habitant, chaque Parisien consomme plus, toutes choses égales par ailleurs, qu'un rural, et donc les villes deviennent les mines de chiffons qui vont soutenir l'essor de l'industrie papetière. Il faut savoir que la question du chiffon est suffisamment importante pour qu'en France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'exportation des chiffons soit interdite, parce que c'est une matière première trop importante pour qu'on puisse la laisser partir ailleurs. En Angleterre, on se dispute avec l'Amérique du Nord les chiffons des pays qui ne sont pas producteurs de papier, et donc on a un commerce, un trafic international de chiffons qui vise à permettre cette production de papier. Un autre exemple très frappant de cette demande de matières premières d'origine urbaine, ce sont les os des animaux. Donc, jusqu'au XXe siècle, l'os est vendu avec la viande. Donc, l'os animal, c'est un produit que l'on va retrouver dans les ordures. Donc, ces ordures, je ne l'ai pas dit parce que j'essaye d'aller vite, mais du coup, j'oublie des choses. Ces ordures, elles sont déposées par les habitants le matin ou le soir, ça dépend des villes, devant leur porte. Et les habitants ont en plus de cela une obligation de balayage jusqu'à l'axe de la chaussée. Et donc, ils font des tas d'ordures mélangées au bout de rue. Et alors, dans certaines villes, il y a l'obligation de balayage est remplacée par une taxe. Donc, ce sont des ouvriers qui vont balayer, mais le résultat est le même. On a un tas d'ordures à la fin. Et donc, ces tas d'ordures vont être fouillés par les chiffonniers, qui vont y chercher les fameux chiffons dont je parlais à l'instant, mais qui vont aussi aller récupérer là-dedans les os des animaux qui ont été déposés par les habitants. Et donc ces os, ils sont extrêmement représentatifs de l'industrie du XIXe siècle, parce que ce que l'on va voir, c'est que d'une part, la demande pour les usages classiques va augmenter, et que d'autre part, de nouveaux usages vont se développer. Alors les usages classiques, c'est quoi? Eh bien, c'est tout sauf ceux qui sont entourés en rouge. C'est l'utilisation de la colle des os. Alors, colle et gélatine, en fait, c'est exactement le même composé chimique. Hein. L'appellation qu'on donne change en fonction de l'utilisation. Et donc, jusque déjà au XVIIIe siècle, on utilise la colle, la gélatine des os pour coller, en particulier pour coller les chapeaux. Or, la chapellerie est en plein essor, donc on a besoin de colle, donc on a besoin de colle d'os.
Autre usage classique qui se développe, c'est la tabletterie, donc c'est la fabrication des objets à partir des os et des cornes d'ailleurs, que ce soit des peignes, des boîtes, des boutons, etc., etc. Donc il y a de plus en plus de monde et la consommation déjà augmente, donc on a besoin de plus de boîtes, de peignes, et de boutons. La récupération du suif permet la production de graisse pour les pièces mécaniques. Et on va voir à ces usages classiques s'ajouter des usages nouveaux qui sont notamment la gélatine, justement. On est au début du 19e siècle, à une époque où commence à émerger une nouvelle science ou un nouveau champ scientifique qui est la nutrition, tout simplement. Et les scientifiques sont très préoccupés du fait que les pauvres, et en particulier les ouvriers, n'ont pas accès à la viande. Or, ils considèrent que la viande est le meilleur moyen d'avoir une bonne santé et de la force. Un pharmacien, Darcet, va essayer de trouver finalement un succédané de la viande et il considère que la gélatine pourrait être ce succédané. Et donc, il va mettre au point une machine très performante pour extraire la gélatine des os avec cette idée de fournir aux plus pauvres donc ce succédané de la viande. Bon, ça ne marche pas très bien, mais la gélatine va avoir un très grand succès dans deux domaines. D'une part, dans les préparations alimentaires, tout ce qui est entremets. Si vous prenez des livres de recettes de cuisine du 19e siècle, vous verrez qu'il y a beaucoup de recettes d'entremets et que dans ces entremets, on met beaucoup de gélatine. Deuxième débouché de la gélatine, ça va être un peu plus tard tout simplement le négatif photographique, puisque sur une des faces de ce négatif, il y a une couche de gélatine. Autre usage qui est très important et qui marque le lien aussi avec la vie quotidienne, c'est l'utilisation du phosphore. Donc on découvre au XVIIIe siècle que le phosphore, que jusque-là on extrayait des urines, peut être extrait des os lorsqu'on les calcine dans certaines conditions. Au début, ce phosphore ne sert pas à grand-chose. En fait, il sert surtout à faire des expériences amusantes dans les cabinets de chimie, où les scientifiques font des démonstrations de toutes les merveilles de la science et donc aussi de la chimie, jusqu'à ce qu'au début du 19e siècle, un chimiste allemand mette au point un truc tout à fait nouveau et merveilleux, qui est l'allumette inflammable par frottement, donc l'allumette que nous connaissons aujourd'hui. Et au bout de l'allumette, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une pâte au phosphore qui permet que cette allumette s'enflamme. Et donc, il va permettre d'allumer les bougies que l'on produit en grand nombre à cette époque. Et donc, on va voir se multiplier, d'une part, les usines de phosphore, d'autre part, les usines d'allumettes. Et enfin, le dernier et le plus important en termes économiques, et qui a joué aussi un rôle extrêmement important dans la transformation de nos vies, c'est ce qu'on appelle le charbon animal. Alors, le charbon animal, c'est aussi le produit de la calcination des os, qui produit une poudre très fine. Et un pharmacien de Montpellier, Figuier, se rend compte au début du 19e siècle que en fait, cette poudre fine est un pouvoir de clarification très fort. C'est-à-dire que si on fait passer un produit impur, un liquide impur à travers un filtre de charbon animal, eh bien ce filtre va retenir les impuretés. En fait, c'est exactement pareil que le charbon actif aujourd'hui, à part que le charbon actif est fait avec des produits d'origine végétale, mais c'est le même principe. Donc c'est très fin, ça retient les impuretés et ça permet de clarifier les liqueurs et de clarifier les sucres. Au début du 19e siècle, en raison des guerres napoléoniennes, la France va être privée de son sucre colonial, tout simplement du fait du blocus continental. Donc le sucre colonial ne vient plus en France. Et donc on va se tourner vers un autre sucre, qui est ce qu'on appelle le sucre indigène. Le sucre indigène qui est fabriqué donc à partir de betterave. Le problème du sucre de betterave est que lorsqu'on l'extrait de la betterave, il est beaucoup moins pur que le sucre qui est extrait de la canne à sucre. Et donc la grosse question qui va être posée sera comment clarifier ce sucre. Et on va se rendre compte du fait que le charbon animal fonctionne très bien pour ça. Donc on va voir se multiplier, se construire des usines de charbon animal qui vont permettre cette clarification. Et lorsque les guerres napoléoniennes et le blocus prennent fin, eh bien on va conserver le procédé. L'industrie du sucre de betterave va temporairement s'effondrer. Elle repartira à la fin du 19e siècle. Mais le procédé de clarification demeure. Et donc le charbon animal est un débouché extrêmement important pour les os animaux.
Et ce que l'on va observer, c'est que la collecte de ces os animaux va devenir un des enjeux extrêmement importants pour ces différentes productions, en particulier pour le raffinage du sucre. Et on va chercher, donc, au début 19e, on cherche les os parisiens dans Paris intramuros. Et puis on voit que les aires de collecte vont augmenter jusqu'à ce que, dans les années 1860-1870, on aille chercher les os jusqu'à Versailles, enfin dans le rayon qui correspondrait, disons, à la position de Versailles, tout simplement parce que le besoin augmentant, il faut approvisionner les usines de charbon à Nival de façon à pouvoir produire ce sucre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est à une période où la consommation de sucre augmente très fortement dans la population. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que dans cette histoire, il y a un lien, bien sûr, entre la révolution industrielle et ces techniques de valorisation, mais il y a un lien aussi extrêmement fort avec les modes de vie, avec les pratiques, avec les modes de consommation. Alors, je pourrais multiplier les exemples de ce qui est valorisé au XIXe siècle. Là, il y a une liste qui date de la fin du XIXe qui présente la hotte du chiffonnier en 1860. Et vous voyez que tout ce qui est indiqué ici, ce sont des choses donc, qui vont être récupérées par les chiffonniers en vue d'être vendues à des intermédiaires qui vont eux-mêmes les revendre à des industriels. Et ces chiffonniers alors, vont voir leur vie relativement transformée par tout cela, tout simplement parce que leur revenu va augmenter. Alors, je ne dis pas que le chiffonnier est richissime, etc., mais il n'en demeure pas moins que quand on compare les salaires moyens ouvriers et les revenus moyens des chiffonniers après 1850, on se rend compte que le revenu du chiffonnier est un peu supérieur au salaire moyen ouvrier à Paris en particulier. Et puis, des fortunes vont être construites par les intermédiaires, ce qu'on appelle les maîtres chiffonniers et autres, qui sont ceux qui achètent ces matières et qui vont les revendre aux industriels. Et là, il y a des enjeux, des intérêts financiers extrêmement importants. Le chiffonnier, du coup, est un personnage qui est considéré, qui a vraiment j'arrive pas à trouver mes mots, une double image, où il y a un double point de vue sur le chiffonnier au XIXe siècle, c'est-à-dire que d'un côté, le chiffonnier est considéré comme un peu un indésirable parce qu'il est incontrôlable, parce que c'est lui qui peut être un révolutionnaire en herbe ou qui ne s'ignore pas, justement, etc., un fauteur de troubles. Mais d'un autre côté, tous les édiles se disent noir sur blanc qu'il faut que ces chiffonniers puissent chiffonner parce que c'est grâce à eux que l'industrie peut fonctionner. Et donc, pour ces édiles, pour les politiques, pour les gestionnaires, le chiffonnier est en quelque sorte considéré comme un mal nécessaire parce que sans lui, eh bien, pas de papier, pas de charbon animal, pas de laine recyclée, etc., etc. Voilà, et donc tout ça pour dire que ce 19e siècle, et encore une fois j'insiste, tout ça est vraiment intrinsèquement lié à la première révolution industrielle et véritablement marqué par une forme de ce qu'on appellerait mutualisme, si on faisait de l'écologie industrielle, ou de synergie entre la ville, l'industrie et l'agriculture, avec des échanges permanent entre ces trois domaines qui permettent de soutenir la consommation, qui permettent de soutenir la production et qui finalement a une certaine efficacité, une certaine performance. Ça ne signifie pas que toutes ces activités, donc pardon, je termine ma phrase, on est dans le siècle où je pense la valorisation a été la plus importante à l'échelle en tout cas, depuis le Moyen-Âge, voire depuis la période gallo-romaine. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pollution. Il ne faudrait pas inférer de ça que je pensais que le 19e siècle c'était super sympa, super cool, que l'air était propre, l'eau était propre et que les poissons qu'on a vus tout à l'heure mais qui étaient du Moyen-Âge gambadaient gaiement dans la Seine. Cela dit, la pollution de la Seine intervient beaucoup plus tardivement que la pollution de la Tamise, tout simplement parce que les rejets dans la Seine ont été limités très longtemps, notamment d'urine et d'excréments, du fait des enjeux de production agricole associés à ces matières. Donc il y a un lien très fort, j'y reviendrai un peu
plus loin, entre la qualité des eaux et ces affaires de valorisation. Bien, alors ça a marché un temps, mais ça n'a pas marché tout le temps. Et ce que l'on observe, alors là j'ai mis année 1870, ça c'est si vraiment on commence aux prémices de la remise en question du système. Si on parlait du moment où vraiment on parlerait, où on pourrait mentionner l'invention des déchets, on parlerait plutôt de l'entre-deux-guerres. Mais en tout cas, ce que l'on observe, c'est que ce système, il n'a pas duré et qu'il a été profondément remis en question à partir de la fin du 19e siècle. Et donc, c'est de ça que je vais parler maintenant.